Dernière heure. Le vétéran Richard Jordan, exécuté après 50 ans dans le couloir de la mort au Mississippi. Dernière heure. Le 25 juin 2025, Richard Gerald Jordan, un vétéran du Vietnam qui a passé presque 50 ans dans le couloir de la mort, a été exécuté par injection létale au Mississippi. Qu'est-ce qui a conduit cet homme, un héros de guerre, à commettre un crime qui a marqué son destin? Quel a été son dernier repas? Et que dit-il dans ses derniers moments? Aujourd'hui, nous te racontons toute l'histoire, depuis le jour tragique de 1976 jusqu'au silence final dans la chambre d'exécution. Si tu veux connaître chaque détail, reste jusqu'à la fin, abonne-toi et active la cloche pour ne pas rater d'autres histoires comme celle-ci. Le crime qui a secoué Gulfport. C'était le matin du 12 janvier 1976 à Gulfport, Mississippi. Edwina Marter, une mère de 34 ans, a dit au revoir à ses enfants avec un baiser, comme chaque jour. Son fils de 10 ans était déjà à l'école, et le petit de 3 ans dormait paisiblement à la maison. Edwina n'avait aucune idée que ce jour-là sa vie et celle de sa famille changeraient pour toujours. Quelqu'un l'observait. Quelqu'un avait déjà choisi sa maison comme cible d'un plan désespéré. Cet homme était Richard Gerald Jordan, un vétéran du Vietnam de 29 ans, dont les cicatrices invisibles l'avaient conduit sur un chemin sans retour. Richard Jordan n'était pas un criminel ordinaire. Il avait servi dans 3 missions au Vietnam, affrontant des horreurs que peu pouvaient imaginer. Mais en 1976, sa vie était en ruine. Sans emploi, submergé de dettes et avec une famille à nourrir, Richard prit une décision qui allait tout changer. Enlever quelqu'un d'une famille aisée, demander une rançon et disparaître avec l'argent. Avant de se rendre au Mississippi, Richard s'arrêta dans un mont de piété à Bâton Rouge, Louisiane. Il échangea son fusil de chasse contre un revolver calibre 38. C'était la dernière pièce de son plan. Quand ses parents lui demandèrent où il allait, il mentit. Il leur dit qu'il se rendait à un examen médical pour un emploi sur une plateforme pétrolière. Mais il ne cherchait pas du travail, il cherchait une victime. À Gulfport, Richard mit son plan à exécution. Il appela la Gulf National Bank et demanda le nom de l'officier de prêts commerciaux. On lui donna un nom. Charles Chuck Marter. Avec cela, il chercha l'adresse de la famille Marter dans l'annuaire téléphonique et conduisit directement jusqu'à leur maison. Il attendit patiemment que la plupart des voitures quittent l'allée. Puis il frappa à la porte. Quand Edwina Marter ouvrit, Richard se présenta comme un employé des services publics qui devait vérifier les disjoncteurs. 1976. C'était probablement avant que beaucoup d'entre vous ne soient nés. 1976. C'est l'année où il a commis son crime et a été envoyé dans le couloir de la mort. Il y est depuis 49 ans. Oui, vous avez bien entendu. 49 ans. Aujourd'hui, Richard Jordan est programmé pour être exécuté le 25 juin de cette année. Mais il y a des raisons pour lesquelles cela a pris si longtemps. Jordan a en fait réussi plusieurs fois au fil des années à faire annuler sa condamnation à mort, ce qui nécessitait de nouvelles audiences de sentence. Malheureusement pour lui, il n'a jamais réussi à convaincre un jury ou un juge, selon le cas, de réduire la peine. Il fut condamné à mort à chaque fois et renvoyé au couloir de la mort. Edwina, confiante, le laissa entrer sans savoir que ce serait son dernier acte de gentillesse. Son fils de 3 ans dormait à la maison, ignorant ce qui allait arriver. Le kidnapping et la fin tragique. Une fois à l'intérieur, Richard révéla ses véritables intentions. Il sortit le revolver calibre 38 et obligea Edwina à monter dans une voiture. Il lui ordonna de laisser son petit-fils seul à la maison, une décision qui dut lui briser le cœur. Puis il la fit conduire vers la forêt nationale de DeSoto, un endroit reculé où les routes se resserrent et où l'aide est inexistante. Dans la forêt, Edwina, désespérée de survivre, tenta de s'enfuir. Elle courut entre les arbres, mais Richard fut plus rapide. Il la rattrapa et lui ordonna de ne pas réessayer. Il l'amena plus loin, jusqu'à une clairière silencieuse sous les pins. Là, il lui ordonna de s'agenouiller. Le sol était humide, couvert d'aiguilles de pin. La forêt semblait retenir son souffle. Alors, sans dire un mot, Richard leva l'arme et tira. La balle atteignit Edwina à la base du crâne, et elle mourut sur le coup, s'effondrant sur le sol de la forêt. Tout s'acheva en quelques secondes. Après le tir, Richard jeta le revolver dans la rivière Big Booksy. Mais son plan n'était pas terminé. Il revint en ville et appela Chuck Marter à la banque. D'une voix froide et calculée, il dit qu'il avait enlevé sa femme, mais qu'elle était vivante et saine. S'il voulait la revoir, il devait payer 25 000 $. Il donna des instructions précises. Envelopper l'argent dans du papier kraft
et le laisser près d'une veste bleue au bord de la Highway 49. Mais Chuck ne perdit pas de temps. Il contacta le FBI, et ensemble, ils élaborèrent un plan pour piéger le ravisseur. Chuck suivit les instructions à la lettre, mais lorsqu'il arriva à l'endroit indiqué, il n'y avait pas de veste bleue. Richard, rusé, observait de loin. Il soupçonna que quelque chose clochait et annula l'échange. Le lendemain, Richard réessaya. Il appela de nouveau Chuck, assurant qu'Edwina était vivante et qu'elle demandait des nouvelles de ses enfants. Il donna de nouvelles instructions pour un point de remise près de l'Interstate 10, avec un avertissement. Pas de jeu, pas de piège, sinon tu ne reverras jamais ta femme. Mais Chuck informa le FBI et les agents se préparèrent à agir. Cette fois, la veste était bien là. Chuck déposa l'argent et s'éloigna. Richard apparut, prit le paquet et s'enfuit. Mais le FBI était prêt. Une poursuite à grande vitesse commença. Richard zigzagua dans le trafic, réussissant à échapper aux agents temporairement. Il abandonna la voiture dans un centre commercial, enterra la plupart de l'argent dans la forêt et changea de vêtements pour tromper les policiers. Mais sa chance s'épuisa à un contrôle routier. Un officier le reconnut, et Richard fut arrêté sans résistance. Qui était Richard Jordan? Pour beaucoup, un monstre, un homme qui avait arraché une mère à sa famille sans pitié. Mais son histoire était plus complexe qu'il n'y paraît. Pour comprendre comment il en était arrivé là, il faut revenir à ses origines. Une vie marquée par le service, le traumatisme et le désespoir. Richard naquit à Hatburg, Mississippi, et grandit à Pétale, à quelques kilomètres de là. Il fut adopté par une famille modeste, l'un de plusieurs enfants dans une maison simple. Selon les témoignages, son enfance fut ordinaire, sans grand drame ni signes avant-coureurs. C'était un enfant comme les autres, jouant dans les rues de Pétale et rêvant d'un avenir. Après le lycée, Richard prit une décision qui allait changer sa vie. Il s'engagea dans l'armée. Il ne se contenta pas de servir. Il se porta volontaire pour l'un des rôles les plus dangereux de la guerre du Vietnam, mitrailleur de porte dans des hélicoptères de combat. Le jour, il travaillait comme mécanicien, réparant des appareils sous tension constante, et lors des combats, il montait à bord pour tirer depuis le ciel, affrontant un enfer que peu peuvent imaginer. Richard vit des choses qui le marquèrent à jamais. Villages détruits, corps dans les rizières, amis qui ne revenaient pas. Le Vietnam ne fit pas que le changer, il brisa quelque chose en lui. Quand il revint au pays, il portait un poids invisible, signe de ce qu'on appelle aujourd'hui trouble de stress post-traumatique, paranoïa, insomnie, sensation permanente de danger. Mais dans les années 70, personne ne parlait de traumatisme de guerre. Pas de thérapie, pas de soutien. Richard était seul avec ses démons. Malgré tout, il restait loyal. Quand son service prit fin, il proposa de rester au Vietnam pour que son frère cadet puisse rentrer chez lui, un geste de sacrifice, mais aussi un signe qu'il ne savait plus comment s'adapter à la vie civile. Lorsqu'il rentra finalement aux États-Unis, il se maria et eut 3 enfants. Mais la vie hors de l'armée était un défi. Le premier procès. Après son arrestation en 1976, Richard Jordan avoua tout. Il reconnut l'enlèvement et la mort d'Edwina Marter, indiqua où se trouvait le corps, où il avait jeté l'arme et où il avait caché l'argent. Mais sa confession ne marqua pas la fin de son histoire. Elle ouvrit un chemin judiciaire qui allait durer presque un demi-siècle, faisant de lui le plus ancien condamné du couloir de la mort au Mississippi. Le premier procès, dans le comté de Harrison, fut rapide. Les preuves étaient accablantes, la confession de Richard, l'arme récupérée dans la rivière, l'argent enterré. Le jury ne douta pas. Il le déclara coupable d'enlèvement et d'homicide, et le condamna à la peine capitale. Mais en 1976, les lois sur la peine de mort étaient en pleine période de changement. La Cour suprême des États-Unis avait déclaré inconstitutionnelles de nombreuses condamnations à mort, exigeant des procès plus équitables. L'affaire de Richard tomba en plein milieu de cette tempête juridique. En 1977, la Cour suprême annula sa sentence, arguant que le procès ne respectait pas les nouvelles normes légales. Richard eut une seconde chance, mais lors d'un nouveau procès, le résultat fut le même, coupable, avec une nouvelle condamnation à mort. Cependant, en 1982, la Cour d'appel intervint à nouveau. Elle détermina que le jury n'avait pas reçu d'instructions adéquates pendant la phase de la sentence, et la condamnation fut encore une fois annulée. En 1983, Richard affronta un 3e procès. Les preuves n'avaient pas changé, et le jury arriva à la même conclusion, coupable, avec une 3e condamnation à mort. Mais en 1985, lorsque l'État ratifia la sentence, la Cour suprême des États-Unis intervint une fois de plus. Un nouveau jugement exigeait que les jurys tiennent compte de plus d'aspects du passé de l'accusé, tels que son service militaire et les traumatismes possibles. Comme cela n'avait pas été pris en considération,
la sentence fut encore annulée. Fatigué des procès, Richard accepta un accord en 1991, la prison à vie sans libération conditionnelle, en échange d'éviter un autre procès. Mais en 1994, la Cour suprême du Mississippi statua que cette option n'était pas légale en 1976 et entachait le crime. La sentence fut annulée, et Richard retourna devant le tribunal pour la 5e fois en 1998. Cette fois, les procureurs ne retinrent rien. Ils accusèrent Richard d'avoir manipulé le système pendant des décennies, de retarder la justice pour Edwina Marter. Ils déclarèrent qu'il méritait la peine maximale pour ce qu'il avait fait. Le jury délibéra seulement 35 minutes avant de prononcer sa 4e condamnation à mort. Mais même alors, Richard ne se rendit pas. Il présenta davantage d'appels, cherchant une dernière chance. Pendant encore 27 ans, il se battit depuis sa cellule. Pendant que le monde changeait autour de lui, Richard passa presque 50 ans dans le couloir de la mort. Il vieillit derrière les barreaux, écrivit des nouvelles, occupa divers travaux en prison, et vit comment le Mississippi passait de la chambre à gaz à l'injection létale. Mais le temps n'arrêta pas son destin. En 2025, après des décennies d'appels, la sentence finale fut maintenue. Il n'y avait plus de recours, plus d'espoir. Le jour de l'exécution, le 25 juin 2025, après presque 50 ans dans le couloir de la mort, arriva le dernier jour de Richard Jordan. Tout commença 48 heures auparavant, lorsqu'il fut transféré de l'unité 29, connue comme le couloir de la mort, à l'unité 17, une zone d'isolement proche de la chambre d'exécution. À partir de ce moment, l'horloge ne s'arrêta plus. Ce jour-là, Richard passa du temps avec les personnes qui le soutenaient encore, ses avocats, quelques membres de sa famille et des conseillers spirituels. Un fonctionnaire pénitentiaire commenta que Richard était de bonne humeur, conversant et partageant des histoires de son passé. À 16 heures, il fit ses adieux à ses proches. On lui offrit ensuite son dernier repas, des lanières de poulet, des frites, une glace à la fraise et un root beer float. À 10 à 8 heures, Richard fut attaché sur la civière. La salle était silencieuse. Derrière la vitre, quelques membres de la famille d'Edwina Marter observaient, aux côtés de la femme de Richard, Marsha, de son avocat et d'un conseiller spirituel. Lorsqu'on lui demanda s'il avait des dernières paroles, Richard parla clairement. « Je veux remercier tout le monde d'avoir fait cela d'une manière humaine. Je présente mes excuses à la famille de la victime. Je vous aime beaucoup. Nous nous reverrons de l'autre côté. » Après la première injection, on vérifia son état de conscience. Quand ils confirmèrent qu'il ne répondait plus, le processus continua. À 10 à 8h16, Richard Gerald Jordan, âgé de 79 ans, fut déclaré décédé. Les voix de la famille et la clémence. L'exécution de Richard Jordan n'apporta pas de réconfort à tout le monde. Pour la famille d'Edwina Marter, la douleur restait vivante. Eric Mart, le fils aîné d'Edwina, n'avait que 11 ans lorsqu'il perdit sa mère. Aujourd'hui, à 60 ans, il parla avec fermeté. Cela aurait dû se produire depuis longtemps. Je ne suis pas intéressé à lui accorder le bénéfice du doute. Eric, son frère et son père décidèrent de ne pas assister à l'exécution, estimant que ce chapitre était déjà clos. Mais d'autres membres de la famille furent présents, cherchant une forme de clôture qui, peut-être, ne viendrait jamais. Dans les semaines précédant l'exécution, une pétition de clémence fut présentée au nom de Richard. Ses défenseurs soutinrent que son temps au Vietnam l'avait profondément marqué. Franklin Rosenblatt, un expert en justice militaire, expliqua. Son traumatisme de guerre n'a jamais été pleinement pris en compte lors du procès. Aujourd'hui, nous savons beaucoup mieux comment le stress post-traumatique affecte le cerveau et le comportement. Richard n'était plus le même homme que celui parti au Vietnam. Mais pour Eric Marter, ces mots ne changeaient rien. « Je sais ce qu'il a fait », dit-il. Il voulait de l'argent et ne pouvait pas l'avoir autrement. Alors il a fait ce qu'il a fait. Pour la famille d'Edwina, il n'y avait pas d'excuse. La douleur de perdre une mère, une épouse, une sœur, était plus grande que n'importe quel argument sur le traumatisme ou la rédemption. L'histoire de Richard Jordan pose des questions difficiles. Son service au Vietnam aurait-il dû influencer sa sentence? La peine de mort est-elle une forme de justice ou une punition qui ne répare rien? Ces questions continuent de diviser les opinions, et chacun a une perspective différente. L'histoire de Richard Gerald Jordan est faite de contrastes. Un vétéran décoré, un homme brisé par la guerre, et un crime qui a marqué une famille à jamais. Il passa presque 50 ans dans le couloir de la mort, le détenu le plus ancien du Mississippi, jusqu'à ce que, le 25 juin 2025, son temps s'arrête. Son dernier repas, ses dernières paroles et le silence final dans la chambre d'exécution ferment un chapitre qui avait commencé par un coup de feu dans une forêt, en 1976.
Que penses-tu de cette histoire? Crois-tu que la justice a été rendue, ou que le traumatisme de Richard méritait davantage de considération? Laisse ton avis dans les commentaires. Si cette histoire t'a marqué, n'oublie pas de liker, de partager cette vidéo et de t'abonner avec la cloche activée pour ne pas manquer d'autres cas comme celui-ci. Merci de nous avoir accompagnés, et à bientôt pour la prochaine vidéo.